Il ne criait pas, il ne courait pas, il ne se cachait pas. Il parlait calmement, comme un homme ordinaire. Et pourtant, derrière cette voix posée, se trouvait une violence presque impossible à concevoir. Ce que vous allez entendre n'est pas une histoire de rage incontrôlée. C'est une histoire de construction lente, silencieuse, inévitable. Voici l'histoire de Ed Kemper, un homme qui n'a jamais eu besoin de hurler pour terroriser. Ed Kemper naît en 1948 en Californie. Dès les premières années, le foyer n'est pas un refuge. Sa mère le regarde avec méfiance. Elle le rabaisse, elle le ridiculise. Elle lui répète qu'il est dangereux, qu'il ne mérite pas l'affection, qu'il finira mal. La nuit, elle l'enferme au sous-sol. Un enfant seul dans le noir, avec ses pensées. Une famille apparemment sans histoire. Mais derrière les murs de cette maison, un drame se joue à l'abri des regards. La mère d'Ed Kemper tyrannise son fils, le seul garçon de la famille. Le soir, après le repas, quand la famille allait se coucher, mes sœurs et ma mère montaient à l'étage dans leur chambre. Et moi, j'étais obligé de dormir au sous-sol, dans la cave. Dans cet isolement, Ed apprend à observer, à analyser, à ruminer. Il ne pleure pas, il accumule. Déjà, la mort n'est plus une idée abstraite, elle devient un concept familier. À l'âge de 8 ans, j'avais du mal à comprendre pourquoi je devais aller dans la cave. Dans mon esprit, elles allaient dormir au paradis et moi en enfer. À 10 ans, Ed Kemper ne joue pas comme les autres enfants. Il fantasme sur le contrôle, sur la domination, sur la disparition. Il observe les gens, leurs réactions, leurs faiblesses. Sa mère continue de nourrir la haine. Chaque mot est une lame, chaque humiliation une cicatrice invisible. C'est lors d'une fête foraine que la vie du jeune Ed bascule. Le garçon de 8 ans, rempli de fantasmes, assiste alors à un tour de magie qui va déclencher ses pulsions meurtrières. Il y avait cette foule d'enfants et au milieu un spectacle de magie. Il y avait une fausse guillotine. Vous connaissez sûrement le principe, on pose une patate et la tête de quelqu'un en dessous. Et quand la lame descend, elle coupe la patate en deux, mais la tête reste entière. Et le magicien cherchait un volontaire. Et moi, j'étais au milieu de cette foule. Tout à coup, il y a une jeune fille très jolie d'ailleurs, de 16 ans, qui s'est portée volontaire. Elle monte sur l'estrade en rigolant. Et ça m'a tellement fasciné. C'est là que j'ai confondu la réalité avec la fiction et mes fantasmes. Ed grandit physiquement, très vite, très fort. Mais à l'intérieur, quelque chose reste figé. Une colère froide, sans explosion. À 15 ans, tout bascule. Ed Kemper tue ses grands-parents, pas dans la panique, pas dans la confusion. Il tire, il observe, il attend. Du fantasme à la réalité. Quelque temps après ce tour de magie, le petit écolier passe à l'action. Ce n'est que partie remise. À l'adolescence, sa mère l'envoie vivre chez ses grands-parents dans la campagne profonde. Ed les tue tous les deux à coups de fusil. Il a 14 ans. Ma grand-mère ne voulait jamais me laisser sortir. Dès que je m'éloignais, elle criait déjà mon nom. Elle pensait que je voulais rejoindre les jeunes du village et que j'allais devenir un délinquant. Aucune fuite, aucun remords apparent. Pour la première fois, il a franchi la frontière et il découvre une vérité dérangeante. Il se sent calme. Ed est interné en hôpital psychiatrique. Les médecins voient en lui un danger, mais aussi une intelligence exceptionnelle. Cette pulsion meurtrière que je ressentais pour ma mère, je l'ai reportée sur mes grands-parents. Et ces fantasmes de décapitation, je les avais déjà à l'époque. Pour Ed Kemper, fini l'hôpital psychiatrique, il est relâché dans une société en pleine effervescence. C'est le début des 70s, de la libération sexuelle, notamment sur les campus californiens.
Il écoute, il mémorise, il comprend ce qu'on attend de lui. Il apprend à parler comme eux, à penser comme eux et surtout à les tromper. Au fil des années, il devient le patient modèle, calme, coopératif et brillant. En 1969, il le déclare apte à sortir. Ma mère travaillait à l'université. Elle ne voulait pas me présenter ces jeunes étudiantes en disant que j'étais comme mon père, que je ne méritais pas de les rencontrer. Elle m'empêchait de les voir parce que j'étais pas assez bien pour elle. Elle était là pour m'humilier. Elle m'utilisait pour montrer à quel point les hommes étaient inférieurs aux femmes. À 21 ans, Ed est alors comme une cocotte minute prête à exploser. Mais il n'ose pas s'attaquer à sa mère. Ils pensent l'avoir soigné. Ils ont seulement perfectionné le prédateur. De retour dans la société, Ed Kemper est libre et il attend. Ses victimes sont jeunes, vulnérables, confiantes. Il s'arrête en voiture, il sourit, il parle poliment. Rien n'alerte, rien ne trahit. Dans l'habitacle, le piège se referme lentement, sans cri, sans précipitation. Après les meurtres, Ed ne fuit pas. Il organise, il met en scène. Chaque geste est réfléchi, chaque détail compte. Pour Ed Kemper, tuer n'est pas une explosion émotionnelle, c'est une cérémonie. Il contrôle le temps, le corps, le silence. La violence n'est jamais gratuite, elle est méthodique. À chaque meurtre, il ne cherche pas seulement à détruire, il cherche à résoudre un conflit intérieur. Mais ce conflit a un visage, toujours le même. Derrière chaque victime, une présence invisible domine, sa mère. Chaque humiliation passée résonne encore. Chaque mot prononcé des années plus tôt continue de vibrer. Et Ed comprend peu à peu une chose terrible. Tant qu'elle est en vie, il ne sera jamais apaisé. À ça, je suis sorti de la voiture, j'avais les mains en sang. Et je me suis dit, oh putain, je l'ai fait. Maintenant, je dois tuer l'autre. En un an, 6 étudiantes vont connaître le même sort. Elles sont toutes enlevées près de leur campus universitaire alors qu'elles font de l'autostop. Et toutes sont tuées selon le même rituel, bien rodé. Jeudi soir, je l'avais tué. Le lendemain, je n'ai pas été travailler. Je l'ai découpé. Et dans la nuit suivante, j'avais enterré son cadavre. Je me suis débarrassé de son corps, mais j'ai gardé ses mains et sa tête parce qu'ils permettent l'identification de la victime. Je les ai emmenés dans mon appartement. Mais aucun trophée ne parvient à rassasier l'appétit meurtrier de Kemper. Car celle qu'il a vraiment envie de tuer n'est autre que sa propre mère. En réalité, je détruisais des icônes. Je voulais m'attaquer à ma mère sans me l'avouer. C'est mesquin, c'est petit de ne pas... La violence extérieure ne suffit plus. Il faut aller à la source. Un jour, Ed Kemper rentre chez sa mère. Cette fois, il ne partira pas. Il la tue, puis il reste. Je voulais m'attaquer à ma mère sans me l'avouer. C'est mesquin, c'est petit de ne pas avoir eu le courage de lui parler à elle. Mais c'est la vérité. Pourquoi, sinon, je vous dirais ce genre de choses aujourd'hui? Il s'assoit, il parle, il observe le silence. Ce moment n'est pas chaotique, il est étrangement posé. Comme si tout ce qui précédait n'était qu'un prélude. Après le meurtre, Ed Kemper appelle la police. Il explique tout, calmement, précisément. Il n'essaie pas d'échapper à la justice. Il n'en ressent plus le besoin. Son objectif est atteint. C'est finalement au printemps 73 que Kemper se décide à éliminer la cause de toutes ses souffrances. Pendant la semaine qui a précédé le meurtre,
Je devenais de plus en plus déprimé. Je me renfermais sur moi-même. À chaque minute de la journée, je pensais à ce que je voulais faire le week-end suivant. Et c'était le week-end de Pâques. Je suis rentré dans sa chambre pour lui parler. Et à ce moment-là, j'espérais qu'elle me dirait quelque chose qui pourrait me faire changer d'avis. Un petit espoir un peu fou. Qu'elle dise quelque chose. Mais vous aviez un marteau avec vous. Attendez, vous allez trop vite. Je suis allé lui parler en espérant qu'elle me ferait changer d'avis. Mais quand elle m'a vu, elle a soupiré. Elle a fermé le livre qu'elle était en train de lire et elle m'a dit « Mon Dieu, je suis sûr que tu es encore venu me parler toute la nuit. » Elle le disait souvent ça. Mais cette fois-ci, j'ai tourné les talons et je lui ai dit « Non, je veux pas te parler. Bonne nuit. » Elle savait que j'étais blessé. Elle pensait sûrement qu'on allait se réconcilier le lendemain matin. Mais moi, je savais qu'on n'allait plus jamais se parler. Je suis retourné dans ma chambre. Je suis resté allongé toute la nuit sans dormir, jusqu'à 5 heures du matin. Et ensuite, je suis allé dans sa chambre avec le marteau. Et je lui ai défoncé le crâne. En prison, Ed Kemper continue de parler longuement, avec clarté. Il analyse ses propres actes, il décortique son esprit. Et c'est peut-être là que réside l'horreur ultime. Il comprend ce qu'il a fait et il peut l'expliquer. Ed Kemper ne correspond pas à l'image classique du tueur. Il ne fait pas peur par son apparence, il fait peur par sa lucidité. Le mal, parfois, ne se manifeste pas dans le chaos. Il s'installe lentement, il réfléchit. Ed Kemper n'a jamais eu besoin de crier. Le mal chez lui savait déjà qu'il avait tout le temps. Garde mon... Ed Kemper n'a jamais eu besoin de crier. Le mal chez lui savait déjà qu'il avait tout le temps. Et trancher la gorge. Soulagé, c'est tout sourire. Ed Kemper se livre à la police le 24 avril 1973. Ed Kemper a avoué tous ses meurtres. Il a été condamné à perpétuité. Une peine qu'il purge à la prison de Vacaville en Californie. Kemper est toujours vivant. Il a 61 ans et travaille à la bibliothèque de la prison. Il a même reçu un prix d'excellence pour son travail. Il enregistre des livres sur cassette pour des personnes non-voyantes. C'est aujourd'hui le 2e prisonnier le plus ancien des États-Unis.